Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session de Code avec moi sur l'apprentissage par renforcement avec Pablo Samuel Castro. Moi, je suis Martara et je vais être votre animatrice pour la soirée avec Janvi. Hey everyone, welcome to our Code with Me workshop with Pablo on reinforcement learning. I'm Janvi, your other co-host, and thank you for being here today. It's our fourth Code with Me AI workshop, and if you don't already know, Code with Me AI is Technovation's new program from this year, where we host monthly workshops about topics in AI. So we're looking at deep learning, we've looked at computer vision, ethics in AI, and we have so much more in store for you in 2022. So definitely keep an eye out for what's to come. And we have a great workshop here for you tonight. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et Code avec moi, c'est une série d'ateliers mensuels sur l'intelligence artificielle sur divers sujets qui vous sont présentés par des professionnels de l'industrie. Et ça, c'est notre quatrième session et il y en a beaucoup plus à venir, donc reste à l'affût. So we'll start off with a couple Zoom rules for this workshop. So if you have any questions during the presentation or activity, please write them in the chat and a member of our team will get to you as soon as possible. If you really have a question that you want to ask out loud, please raise your hand and you can find the raise hand button in the participants button. And then you are free to have your video on during this call, but please stay muted for the entirety of the presentation. Feel free to use reactions as you wish. And just a little note that this session will be recorded, so keep that in mind before you turn on your cameras. Donc, juste avant de commencer, il y a quelques règles de Zoom à respecter. Donc, assurez-vous de garder votre micro fermé et de lever la main si vous avez une question ou de l'écrire dans le chat. N'hésitez pas sinon à utiliser des réactions ou même à allumer votre caméra pendant la présentation. Mais juste avant d'allumer votre caméra, gardez en tête que la présentation sera enregistrée. So we'll pass it over to Stéphanie Jacquois to talk about Technovation. Merci beaucoup, Janvi et Marthe-Sarah. Donc, bienvenue à tous et bienvenue à toutes donc, pour cette série, ce webinaire sur le thème de l'intelligence artificielle, donc Code avec moi, IA. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Pablo Samuel Castro de Google. Donc, un petit mot sur Technovation. Technovation Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à développer les compétences chez les jeunes filles, des compétences en technologie et en entrepreneuriat pour les jeunes filles qui sont âgées de 10 à 18 ans. Donc, l'idée, c'est qu'elles puissent voir comment elles peuvent utiliser la technologie pour résoudre une problématique dans leur communauté. Donc, elles apprennent à créer une entreprise et aussi à développer un prototype d'application mobile. Donc, l'innovation existe dans plusieurs pays à travers le monde, donc dans environ une centaine de pays. Et au Canada, il existe plusieurs chapitres, notamment à Ottawa, Toronto, il y a aussi Niagara. On en compte aussi un chapitre au Nouveau-Brunswick, également en Colombie-Britannique et en Alberta. Donc, on est très, très, très heureuse de pouvoir tenir cette nouvelle initiative. C'est nouveau pour nous. Donc, cette initiative qui est une série de webinaires qui vous permet d'en apprendre un peu davantage sur l'intelligence artificielle. Et donc on est déjà à mi-parcours. On a commencé cet été. Et donc, on espère que vous allez pouvoir apprécier ce soir. Et si vous avez manqué les autres sessions, il est toujours possible d'aller les réécouter. Elles sont disponibles sur notre site Internet. So just a few words in English for all of you. Technovation Montreal is a nonprofit organization. So we are teaching young girls aged from 10 to 18 years old how to leverage technology to solve a problem in their community. So they will learn how to launch a business and also how to develop and create a mobile app that will answer a problem in their community. So we've been running the program for almost 8 years now, but Technovation is a global program, which was launched initially in San Francisco in the United States, and now it is present in over 100 countries around the world. And there are different locations also in Canada. So you'll find chapters in Toronto, in Ottawa, in Waterloo, in Niagara, and also there's chapters in New Brunswick, in Alberta, and also in British Columbia. So tonight is a session that's specifically on AI, and we're very happy to welcome Pablo Samuel Castro with us. And also we want to say thank you to our partners, which makes it very possible for us to hold these sessions. Alors, je vais prendre le temps de remercier nos partenaires c'est grâce à eux si on peut offrir ces sessions. Donc, merci tout spécial à Google,
NextAI, Mila au gouvernement du Québec, dans le ministère de l'Innovation et de l'Économie, et à Scale AI. So thank you to all our partners, Google, NextAI, Mila, gouvernement du Québec et Scale AI. Donc voilà, et puis on vous invite à la toute fin, vous aurez nos coordonnées. Donc si jamais vous souhaitez vous inscrire, on va lancer bientôt, en fait, la période d'inscription est en cours pour le programme. Donc on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard là-dessus pour vous en parler. Donc je cède la parole à Janvier et à Marc-Sarah, nos ambassadrices. Awesome. Thank you, Stephanie. So before we get to the fun stuff, well, this is the fun stuff already. We have a couple questions to get to know Pablo, and we'll invite you to the floor now, Pablo. And Marc-Sarah, you could take it away. Yes. So, hi, Pablo. Please, s'il te plaît, décris-nous ton parcours et comment es-tu arrivé là où tu es maintenant? OK, bonsoir tout le monde. Pour parler un peu d'où je viens, je dois commencer de l'Équateur. Je viens de l'Équateur. Je m'avais agrandi à l'Équateur. Et après, fini mes études secondaires, je suis venu à Montréal à étudier à McGill. J'ai fait mon baccalauréat et mon doctorat aussi à McGill. Et après ça, j'avais allé à Paris, à Pittsburgh. Après ça, j'ai retourné à Montréal pour travailler pour Google Brain. Donc, toute ma vie, j'ai une fascination avec les ordinateurs. Donc, depuis 1999, avant que ça, donc je suis plus vieux, j'avais commencé à faire de la programmation et avec des ordinateurs qui sont vieux pour le moment, mais ils sont capables de faire beaucoup de choses très intéressantes. Donc, quand j'avais voyagé à Montréal, c'est vraiment pour étudier les ordinateurs et apprendre plus comment les faire, toutes les idées que j'ai. L'intelligence artificielle, j'avais arrivé à ça dans mon dernière année de mon baccalauréat. Et avec le professeur Doina Prikop, j'ai commencé à faire mes études post-secondaires, la maîtrise et aussi mon doctorat. Et donc, oui, c'est mon parcours continue. Donc, toujours, je suis à la recherche de nouvelles choses pour apprendre, même si je viens déjà toute ma vie avec l'étude des ordinateurs, les mathématiques aussi. Awesome. Thank you, Pablo. For our next question, we've talked a little bit together about how you have a YouTube channel where you share music and technology projects. So can you talk a little bit about how AI can be used in the arts? Yeah, so I work in AI. What's known as artificial general intelligence. For me, that's not really my goal. I am interested in this field because I find it scientifically interesting. I find the math interesting. I find the results really interesting as well. So for me, it's more a tool. And as a tool, I think it has a lot of potential to be used in the arts. I'm a musician, and so I'm particularly interested in how we can use it in music. But as a tool. And so an example I'd like to give a lot is if we think of instruments, let's take guitar, for instance. So the acoustic guitar has been around for a long time. And, you know, the technology advanced a little bit, different types of wood, different types of string that made it be able to amplify its sound more. But then came the electric guitar, the electric guitar, yes, and the amplifier. And that completely changed the sound of what you could make with these guitars. So this was a new technology, but this new technology didn't replace guitarists. Jimi Hendrix completely changed the way we play guitars and the way what we expect guitars to sound like. And, you know, when you add effects pedals and all those types of things, when you add software where now you can record semi-professional albums in your basement, all of these are tools that are enabling musicians to do much more than they were able to do before. And so I view AI in kind of the same way. Now, the key thing is how are you going to use it? And I think that's the part I find interesting. There are some tools that are already out there that are being sold with Ableton. There's some plugins that you can use. But in general, I think the field is still pretty new.
So there's a lot of opportunities for being creative and trying out new things. So to be able to do that, you really need to get to know the technologies well. And so I've been exploring a little bit of that, but there's tons more left to do. Super cool. Thank you. Et si après cette session, j'avais envie d'en savoir plus sur l'apprentissage par renforcement, où est-ce que je pourrais trouver des ressources? Bon, maintenant, nous sommes chanceux qu'il y a beaucoup de places où on peut apprendre tous les topics qui nous intéressent, comme l'apprentissage par renforcement. Sur YouTube, il y a plein de ressources. Moi, j'ai une vidéo, c'est comme une introduction un peu plus mathématique à l'apprentissage par renforcement. Il y a aussi des cours qui sont gratuits que certains chercheurs très importants de l'apprentissage par renforcement on a donné et ils sont sur YouTube aussi. David Silver, qui est un des chefs principaux de DeepMind, il a donné un cours, c'est plus avancé comme pour l'université, mais c'est très intéressant. Donc, il y a plein de vidéos et aussi des sites web, des blogs où nous pouvons trouver. Il y a aussi des livres. Le livre principal, je pense, pour apprendre l'apprentissage par renforcement, c'est le livre Reinforcement Learning and Introduction, écrit par Richard Sutton et Andy Barto. Mais c'est encore un peu mathématique. Donc, pour vraiment comprendre l'apprentissage par renforcement, il faut avoir une connaissance, une bonne connaissance des mathématiques, parce que c'est la mathématique, la fondation de toute cette camp. Parfait, merci. Somebody's asking to answer this question in English. So I can just repeat it quickly. So what I was saying is that we're very lucky in the time we live in because there's lots of resources out there, YouTube being one. So there's tons of videos. I have a video out there that's an introduction to reinforcement learning. It's a little bit more advanced than what I'll do today. It goes a little bit into the math. But then there's other, if you want to go even more advanced, there's some other videos by David Silver, for instance, who's one of the lead researchers in DeepMind. That's a kind of like a full course, but like a university level type course. And then if you like books, there's also the Reinforcement Learning and Introduction by Sutton and Barto. That's kind of the canonical reinforcement learning book. And aside from this, there's tons of videos other people have shared. There's blog posts. There's lots of resources out there. But I think to really understand reinforcement learning, you have to make sure that you have a strong foundation in math, because math is really the core of a lot of these ideas. But today we won't be doing much math. It'll be more of a high-level overview. Awesome. Thank you, Pablo. So now pass it over to you to get started on the presentation. Okay, so I'm going to share my screen. So can everybody see my screen? Yes, that's good. Okay, great. Okay, so I think these are the slides that were presented. So let me get through these. Okay, so let's start with the first question. What is reinforcement learning? I'll speak in English first and then in French. So reinforcement learning is the subfield of machine learning, where we're concerned with training agents to make decisions or make action choices in sequence. So what are decisions? There, for instance, should I go eat dinner out today, or should I cook? Should I go to bed early? You know, those are all kind of high-level decisions. But you can think of, for instance, a Roomba robot. The Roomba robot has to decide whether to go forward or to rotate, whether to stop, whether to go get its battery charged again. If you think of a game like chess, every time it's your move, you have to make a decision of whether you're going to move the pawn or the queen. So this is what I mean by decisions or action choices. And when I say sequential, I mean that you're not just making one choice. You're making a sequence of choices, like in chess. You don't just make one move and then the game's over. You make a move, and then the next time it's your turn, you make another move, etc. And you sort of build up these moves until hopefully you win the game at the end. So in reinforcement learning, we're trying to design algorithms that can learn on their own how to make these decisions in a good way. Okay, donc on va commencer avec la question, c'est quoi l'apprentissage par renforcement? Donc,
l'apprentissage par renforcement, c'est un camp de l'apprentissage automatique qui se concerne de dessiner des algorithmes qui peuvent apprendre à faire des décisions en séquence. Donc, quand on joue un jeu comme les échecs, chaque fois que c'est notre tour, on choisit quelle pièce qu'on va bouger. Donc, chaque fois que c'est notre tour, on doit faire une nouvelle décision. Donc, c'est ça les types de décisions que les agents doivent faire, ou aussi comme le Roomba, l'aspirateur automatique. Le Roomba doit décider à chaque moment si on va continuer en avant ou s'il va tourner ou s'il va retourner à la base pour charger la batterie. Donc, toutes ces sont décisions que l'algorithme doit faire. Et l'apprentissage par renforcement, ça concerne dessiner des algorithmes. Comme ça, les agents, nous les appelons les agents, peuvent apprendre à faire les décisions d'une bonne manière pour maximiser les résultats. OK. Donc, l'idée de l'apprentissage par renforcement, c'est une idée très vieille qui vient de comme le 1940, je pense. Et l'idée, c'est très simple. Si quelqu'un a un chien, nous connaissons l'idée de l'apprentissage par renforcement. Donc, quand on entraîne un chien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si nous voulons que le chien apprenne à s'asseoir, on dit, comme en anglais, sit. Et si le chien s'assoit, on lui donne un morceau pour manger. Et si le chien ne fait pas ça, on ne le donne pas. Donc, le chien apprend à s'asseoir chaque fois qu'il écoute les commandes pour recevoir le prix à la fin. Donc, à gauche ici, on a Claude Shannon, qui c'est une mathématique très importante pour tous les gens qui étudient l'informatique. Lui, il a dessiné des exercices pour les souris, comme pour les souris qui peuvent traverser un labyrinthe et trouver la sortie ou trouver les fromages. Donc, les souris apprennent à prendre le labyrinthe pour savoir où il était le fromage. Et c'est aussi l'apprentissage par renforcement. Le renforcement, c'est le fromage pour les souris ou les petits morceaux pour manger pour les chiens. Donc, les animaux échangent son comportement pour s'assurer qu'ils peuvent recevoir le repas à la fin de l'exercice. Okay, so reinforcement learning, this idea is quite old. It dates back all the way to like the 1940s. If any of you have dogs, then you know what reinforcement learning is. When you're trying to train your dog to sit, for instance, you'll say sit, and if the dog sits, you'll give the dog a treat. If the dog doesn't sit, then you don't give them a treat. And so the dog learns that if they sit when they're asked to sit, they'll get something nice. On the left, we have Claude Shannon, who's one of the most important figures in computer science. And he designed a lot of experiments with mice, for instance, where he'd make them navigate these labyrinths to find cheese. And so both the mice and the dogs changed their behavior in order to try to ensure that they'll get that treat at the end of the exercise. And so that's what reinforcement learning is doing. We're using these treats to try to train these algorithms to change their behaviors so that they do what we're trying to get them to do. So some of the I guess the most natural ways to explain these types of algorithms is with games. So I already mentioned chess, but one of the earliest instances of successful reinforcement learning was actually with checkers. A researcher back in, I think this was in the 1970s, designed an algorithm with reinforcement learning with the same ideas that could play checkers, and it could play at a pretty reasonable level. After that came another researcher that designed a reinforcement learning algorithm that could play backgammon that we have in the middle here. And then more recently, DeepMind designed a reinforcement learning agent that could play Go. And so Go is considered by many to be an extremely complex game. It's more complex than chess because the available moves that you can have at each point are far greater than in chess. And so the algorithm that DeepMind designed was able to beat the world champion in Go.
And so it played moves that other world champions and other world experts did not understand, but yet it was able to beat the world champion. And there's even a Netflix special about this. It's called AlphaGo, that you can watch it and learn a bit more about it. Donc, avec apprentissage par renforcement, c'est très naturel d'utiliser les jeux comme exemple. Comme je parlais déjà des échecs. Mais la première instance d'une application exiteuse de l'apprentissage par renforcement, c'est le checkers. Comment est-ce qu'on dit checkers en français? Les dames, je pense, les dames. Donc, oui, un chercheur dans les 1980, je pense, a dessiné un algorithme qui peut jouer les dames comme un humain. Peut-être pas comme les meilleurs humains, mais raisonnable. Aussi, le backgammon, après ça, notre chercheur a dessiné un algorithme qui peut jouer le backgammon très bien. Et plus récemment, DeepMind a dessiné un algorithme d'apprentissage par renforcement qui peut jouer les jeux de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu très, très compliqué. C'est plus compliqué que les échecs. Mais l'algorithme de DeepMind a gagné le tournement, a joué plus mieux que les champions mondiaux humains de Go, que c'est un résultat très impressionnant. Donc, la façon que l'algorithme a joué, c'est très surprenant pour tous les experts de cette jeu. Donc, c'est très impressionnant que cet algorithme a pu gagner les champions mondiaux. Donc, des autres exemples exiteux de l'application de l'apprentissage par renforcement, c'est pour les contrôles de ces ballons qui sont dans la stratosphère de notre monde pour transporter l'Internet à des régions qui n'ont pas d'Internet. Donc, les ballons doivent naviguer les vents dans les stratosphères. Donc, c'est un problème très, très compliqué. Moi, j'étais impliqué dans ce projet, mais nous avons développé un algorithme qui peut contrôler ces ballons plus mieux que l'algorithme que la compagnie utilisait avant de ça. C'est un algorithme dessiné par des experts de la navigation et l'aéronautique. Donc, juste avec l'algorithme automatique de l'apprentissage par renforcement, on a développé une façon plus efficace de contrôler ces ballons. Et aussi, pour les dessins de chips, les chips qu'on utilise dans les ordinateurs, des collègues ont utilisé l'apprentissage par renforcement pour faire un dessin plus efficace qui utilise moins de batterie et plus vite que le chip qu'on utilise maintenant. So other success stories of reinforcement learning are first applying reinforcement learning to control these balloons that fly in the stratosphere and they bring internet to remote areas in the world. And so this is a project I was involved in, and we were able to design a reinforcement learning agent that was able to control these balloons in a better way than experts, the controller that experts in the field had designed. So these are experts in aeronautics and navigation and that type of thing. So the fact that we were able to design an agent that learned this automatically was quite surprising. And another success story is by some other colleagues that used reinforcement learning for chip design. So the chips that we use in computers, they use reinforcement learning to design them in a way that they use less battery and were faster. So again, this was quite an amazing success story. Okay, so I showed some examples. And now it's time to explain a little bit more how we define these problems. And this is really the environment where these reinforcement learning agents will do their learning. Okay, après tous les exemples, c'est le temps de définir comment nous définons les problèmes pour l'apprentissage par renforcement. Parce que c'est dans cette définition que les agents vont apprendre à faire les décisions. Donc, on commence avec cet simple exemple, que c'est juste comme un petit labyrinthe ou c'est juste une collection des carrés. Donc, nous avons l'agent ici en bleu et l'agent doit naviguer à l'étoile ici. Donc, c'est un problème très, très simple. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs façons d'aller
d'ici à l'étoile. Donc, par exemple, juste aller tout à droite et après ça, tout en bas. On arrivera à l'étoile. So we'll start with the simple example. It's what we call a grid world, where there's just these grids. And so the agent is here in blue, and the agent is trying to get to the star down here. And so we can see that this is a very simple problem, and we have a number of ways of achieving that. For instance, just going all the way right, and then all the way down. So this system is useful, though, for explaining what are the different components that are important for reinforcement learning agents. So the first is states. So states in this example are just these little grid cells, and the states are really where the agent can be. You can think of like where, for instance, where the robot can be, or where this little blue cell can be, or where the balloon can be. But they're more general than this, but it's useful to think of them as where they can be in their state in the world. And so we can see here that we have 16 states here, 4 by 4. So this is the first important component of reinforcement learning. Donc, le premier component de l'apprentissage par renforcement sont les étapes. Donc, les étapes sont comme où l'agent est ubiqué à l'instant. Donc, comme un robot où les robots est dans la chambre, où les ballons est dans le ciel, où cette agente bleue est dans cet petit exemple. Donc, les étapes, c'est plus général que ça, mais c'est utile de les penser comme juste l'ubication de l'agent. Et l'agent va changer d'ubication ou changer d'étape pendant qu'il interacte avec l'environnement. So the agent will change states as it interacts with the environment. And when I say environment, I mean the environment is basically the world that the agent lives in and where the agent is trying to solve the problem. Quand je dis l'environnement, je veux dire les mondes de l'agent. C'est où l'agent il est maintenant et où il doit apprendre à faire des décisions pour maximiser, pour trouver l'étoile ou quelque chose comme ça. OK, le prochain component, c'est les actions. Donc, comme j'avais dit au début, l'agent doit faire des décisions ou décider quelle action il va faire dans l'environnement. Donc, dans cet exemple, il y a 4 actions qu'il peut choisir pour aller en haut, en bas, à gauche et à droite. Et chaque fois que l'agent fait une action, il change d'état. Peut-être les changements, c'est de ne changer pas ou rester dans les mêmes étapes. Comme par exemple, si l'agent dit « je veux aller à gauche », peut-être l'agent va rester dans les mêmes étapes. Et donc, c'est avec cette série d'actions que l'agent va essayer d'aller, dans cet exemple, d'aller à l'étoile. So the next component are actions. As I mentioned at the beginning, the agent has to make a series of decisions or action choices while interacting with the environment. So in this example, we have 4 possible actions, up, down, left, and right. And every time the agent takes an action, the agent might change states, or it might even stay in the same state it is. For instance, if the agent says go left, it'll likely stay in the same state that it's in. And so the agent then has to learn how to make these action choices as its state changes so that it can reach, in this example, the star. And then one of the key components of reinforcement learning is obviously the rewards or the reinforcement. So as I was saying in the example with the dog and the mouse, the reward is the treat that the dog gets when it does what you ask it to do. And this is really the signal or the reinforcement that the agent is receiving. So every time it receives this prize, the agent is going to try to change its behavior so that it always gets that prize, much like your dog does. OK, les récompenses, c'est une composante très importante, évidemment, pour l'apprentissage par renforcement. Comme j'avais dit avec l'exemple avec les chiens, les récompenses pour les chiens, c'est le petit morceau pour manger qu'on les donne quand les chiens font ce qu'on veut. Et donc, l'agent, c'est la même chose. L'agent, quand il trouve une récompense, l'agent va essayer de toutefois continuer à faire qu'est-ce qu'il peut pour s'assurer qu'il va recevoir les récompenses. Donc, c'est avec ça, même comme avec le chien, c'est comme ça qu'on va entraîner à l'agent.
OK. Donc, les récompenses, ils ne sont pas positives tout le temps. Donc, ici, l'étoile ou avec les morceaux pour manger pour le chien, c'est une récompense positive. Donc, le chien ou l'agent veut s'assurer que chaque fois, il peut trouver l'étoile ou les choses à manger. Mais les récompenses peut-être négatives aussi, comme du feu ici. Donc, l'agent, c'est sûr qu'il ne veut pas aller ici parce qu'il va se brûler. Aussi, le chien, il y a des personnes qui entraînent le chien aussi avec la main. C'est une récompense négative. Donc, l'agent, il a comme objectif de maximiser la probabilité d'aller à les récompenses positives et de minimiser la probabilité d'aller à récompenses négatives. So these reinforcements don't always have to be positive. So for dogs, for instance, giving them a treat is a positive reward. For this example, reaching the star is a positive reward. But there can also be negative rewards, or what we call costs. And so for a dog, some people hit their dogs when they're trying to train them. That would be a negative reinforcement. And in this example, the fire here would be a negative reinforcement. So the agent is going to try to avoid going into this fire, and the dog will also try to avoid any behavior that will lead to some type of punishment. Okay, so as I said, we have in this simple example, it's really easy for us to just look at it and know what the optimal path should be, right? If we want to get to the star as quickly as possible, one way is to just go right and then go down. That's very simple. Donc, dans cet exemple simple, c'est très facile pour nous de trouver la décision qu'on va maximiser le résultat pour l'agent, pour minimiser le temps d'aller à l'étoile. Donc, il faut juste aller à droite et après ça, juste en bas. Et toutefois, on va arriver à l'étoile. Donc, ça, c'est très simple parce qu'on connaît tout l'environnement. This is really simple because we can see the whole environment. So we can see everywhere where the agent can go, and we know how the actions behave. So we know it's very easy to just find the solution. Donc, nous savons aussi comment les actions changent l'état de l'agent. Donc, si l'agent va droit 3 fois et après ça en bas 3 fois, il va arriver à l'étoile. Donc, c'est très simple. Mais dans l'apprentissage par renforcement, normalement, on ne connaît pas tous les états et on ne connaît pas où sont les récompenses. On ne connaît pas comment les actions changent l'état de l'agent. Donc, c'est tout inconnu. Et l'agent doit découvrir tout ça pendant qu'il interagit avec l'environnement. Donc, l'agent doit essayer des actions et voir qu'est-ce qui passe. Comment change l'état? Est-ce que s'il a trouvé une récompense positive ou négative? Et tout ça. Et l'agent doit se rappeler quelles actions ont arrivé à une bonne récompense et quelles actions dont des récompenses négatives et des choses comme ça. So in reinforcement learning, we don't know, we typically don't know all the states, and we don't know the effects of the actions, and we don't know where the reinforcements are. So everything is unknown. And so the agent has to learn all these things by interacting with the environment. So it has to try actions and see which actions lead to positive reinforcement, which actions lead to negative reinforcement, and try to remember these so that it can, next time it lands in the same state, it remembers what to do so as to reach that positive reinforcement. And this is the big challenge in reinforcement learning. We want agents that can learn about the environment and can learn how to adapt their behaviors. So for instance, in this simple example, let's say the agent was trying out a few actions and it was able to discover this part of the world. So it still doesn't know what's going on over here. Donc, dans cet exemple, imaginons-nous que l'agent a essayé quelques actions et on a trouvé tous les carrés blancs ici, mais l'agent ne connaît pas qu'est-ce qu'il a en bas ici. Donc, il connaît un peu de l'environnement, mais pas tout l'environnement. Et
mais notamment, il ne connaît pas qu'il y a une étoile plus grande, plus bas. Donc, l'agent peut décider d'arrêter d'explorer l'environnement parce que l'agent a trouvé déjà comment une façon d'aller à cette étoile. C'est une petite étoile, mais l'agent ne connaît pas qu'il y a une étoile plus grande. Donc, l'agent peut décider de, OK, je suis content, je vais rester toute ma vie juste avec cette petite étoile parce que je sais comment le trouver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas, mais peut-être qu'il y a des feux, je ne sais pas. Donc, je vais rester juste avec ce comportement et tous les temps me trouve le petite étoile. Donc, ça, c'est un comportement qu'on appelle exploitatif parce que l'agent a déjà un peu de connaissances que c'est assez pour avoir un renforcement positif. Mais dans le domaine de l'apprentissage par renforcement, normalement, on veut que les agents explorent un peu. Donc, si l'agent décide d'explorer un petit plus, peut-être qu'il va arriver à l'étoile plus grande. Et après ça, il peut voir qu'il peut trouver deux étoiles, un petit et une étoile plus grande. Donc, la balance entre exploiter les connaissances que l'agent a déjà et explorer l'environnement plus pour voir par chance s'il a des choses plus bonnes. Et cette balance, c'est une balance très difficile et il y a plein de gens qui ont continué la recherche dans ce domaine parce que c'est très, très compliqué. Ici ce n'est pas vraiment compliqué parce que c'est un exemple très simple, mais il y a des domaines qui sont plus grands et que c'est la balance entre l'exploitation et l'exploration, c'est beaucoup plus difficile. So in this example, let's say the agent found this little star here, and it's happy with that star because now it knows how to always get to that star, and it's okay with that. So it still doesn't know what's here at the bottom, and importantly, it doesn't know that there's this bigger star here. But the agent could decide to, simply stay with what it found. It knows how to get to this little star, and it could decide to just do that for the rest of its life. It always knows how to get to the little star, and the agent is fine with that. But this is what we would call an exploitative behavior because the agent is exploiting the knowledge it already has, and it's just sticking with that. But typically in reinforcement learning, we also want agents to explore a little bit. So if this agent went out and explored a little bit over here, it might find that there's this bigger star, and then it would be really happy because now it knows that it can always go over here and get the little star and the big star. So that would be great. However, the agent might be a little nervous about exploring because there might be fire in here. The agent doesn't know. And actually this balancing exploitation where the agent is just sort of sticking to what it knows, and exploration where the agent is trying out new things to see if it finds something better. This balance is really important in reinforcement learning, and it's actually a very, very active research area. There's many researchers that are actively involved in this problem. So in this example, it's obviously not that big a problem because it's a very simple example. But when you think of larger problems like the balloons that I was mentioning, then the issue of exploration becomes really difficult, but also really important. So if there are any questions as I'm going through, feel free to interrupt me, put them in the chat or something like that. S'il y a des questions pendant que je parle de tout ça, écris les questions dans le chat ou utilisez aussi les mains. Je pense que vous pouvez utiliser les mains dans Zoom. Okay, so this is kind of the basic setup for reinforcement learning. When you'll see this similar types of images in many of the reinforcement learning books and videos that if you want to explore later. And so a lot of this you should already know from what I was mentioning. So the main thing that's doing the learning is this agent. So this is the little blue dot or your Roomba or your balloon. Or to take the real life examples, the dog would be the agent. And so the agent makes action choices or makes decisions, and it sends those decisions to the environment. So in the little example, the agent would say, I want to go right. Or in chess, the agent would say, I want to move my pawn two spaces forward. And the environment, this is where the agent lives. So the environment could be the chessboard, or it can be that little square
square world that I was saying, or it could be the whole stratosphere in the world. And so the environment, after the agent gives it an action, it will send the agent, it will tell the agent, okay, this is your new state. This is what happened, where you ended up after you took that action. And here's your reinforcement. So it could be nothing. It could be that there was no reinforcement. And so then the agent will take this information that the environment gave it, and it will, this is where the algorithm comes in, and the algorithm will use this information to change and to adapt the agent's behavior so that it tries to always get to that positive reinforcement. So there's a question here, can the agent stop after finding the little star, or it is programmed to make a new step and move forward, left, right, etc.? So that really depends on the environment. Some environments might say once you reach any star, you start again from the beginning. Some might say the star goes away. Some might say the star doesn't go away. And so then the agent can just kind of go back and forth to always be getting that star. It really depends on the environment, and that's more of an environment design question. And ultimately, if you want to use reinforcement learning in real life, then you should design your environment in a way that makes it similar to what you want to happen in real life. And the second question is, how can we make an agent to explore and not just go to the same path over and over again? That's a good question. And one very simple way, and it's very simple, but it's still something a lot of us use in our research, is that occasionally we'll make the agent pick a random action. So you have the up, down, left, right. Every time the agent has to make an action choice, we can say the agent will throw a die. And if it lands on a 1, let's say, it'll pick an action randomly, instead of picking the action the agent thinks is the best action. So that way, there's a little bit of chance that at every point that the agent will pick a random action, and that results in some exploration. OK, je vais répondre les questions en français aussi après. Mais je vais commencer avec cette petit diagramme. Ce diagramme, c'est comme le diagramme plus connu, plus populaire dans tous les livres, les blogs d'apprentissage par renforcement, ou un diagramme similaire. Mais on a tous les composants le domaine d'apprentissage par renforcement. Donc, on commence avec l'agent. L'agent, c'est les cercles bleus, c'est les ballons, ou c'est les chiens dans l'exemple de la vie. Et c'est l'agent qui fait les décisions, choisit les actions pour effectuer, comme de bouger les pièces dans des échecs, ou d'aller à droite dans le petit domaine que je vais montrer. Et cette décision, cette action, c'est envoyée à l'environnement. Et l'environnement, c'est le monde, comme j'avais dit, c'est le monde de l'agent, où l'agent habite, comme le carré, le petit carré que j'avais montré, ou la table des échecs, ou les stratosphères dans notre monde. L'environnement, c'est toutes les places où l'agent peut aller, comme toutes les étapes. Et donc, après que l'environnement recevra l'action de l'agent, l'environnement va retourner à l'agent les prochaines étapes. Donc, après cette action où l'agent va terminer. Donc, dans le petit exemple, si l'agent dit je vais aller à droite, c'est le carré à droite de l'agent. Et aussi les récompenses. Et les récompenses, peut-être, c'est rien. Donc, s'il n'a rien de récompense, mais peut-être c'est les récompenses positives ou négatives. Donc, cette information, les nouvelles étapes et aussi les récompenses, l'agent utilise pour changer son comportement, pour essayer de maximiser la chance qu'il peut arriver à la récompense positive. Donc, c'est ici que le dessin des algorithmes, c'est ça que moi, que je travaille dans le dessin de cet algorithme, pour faire cet apprentissage, pour maximiser toutes les étapes où il a une récompense positive. Donc, il y a une question dans le chat que c'est concernant le dernier exemple avec les petites étoiles. La question, c'est est-ce que tous les temps, l'agent est programmé qu'est-ce qui passe quand l'agent arrive à la petite étoile? Est-ce qu'il va rester là? Est-ce qu'il va recommencer du début? Est-ce que l'étoile va être disparue? Et ça dépend c'est le dessin de l'environnement.
Il y a certains environnements que chaque fois que les gens arrivent à une étoile, les gens recommencent du début. Il y a des autres environnements qui, quand les gens arrivent à l'étoile, l'étoile reste et les gens restent là. Donc, les gens peuvent juste rester dans l'étoile pour maximiser les récompenses. Mais c'est vraiment une question d'une décision, le dessin de l'environnement. Et comme qu'est-ce qu'on veut faire à la fin, c'est utiliser l'apprentissage par renforcement dans les vrais mondes, pour des vrais problèmes dans les mondes. Donc, on veut dessiner des environnements qui sont une bonne réflexion des vrais problèmes qu'on veut résoudre. Comme par exemple le ballon dans la stratosphère que j'avais travaillé. Nous avons dessiné une simulation, un environnement qui c'est une réflexion de la vraie stratosphère. Et donc, on a entraîné l'agent dans cette simulation et après, on lançait les vrais ballons et a bien marché. So just quickly in English, this last point that I forgot to mention, in the balloon example that I mentioned about the balloons flying in the stratosphere, we designed a simulation that was reflective of the real world stratosphere. And so we could train our agents in the simulation and then throw them out into the real world, and it actually worked. OK, la deuxième section de la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire qu'un agent explore et reste pas juste avec le même chemin une et autre fois. Donc, il y a plusieurs manières pour faire l'exploration, mais la manière plus simple, mais c'est une stratégie qu'on utilise même toujours, même aujourd'hui. Moi, je l'utilise beaucoup dans ma recherche. C'est une stratégie très simple. C'est comme lancer comme une monnaie, le dice, comme dans les jeux. Comment est-ce qu'on dit dice? Les dés. Les dés. Comme on lance un dé. Et si le dé termine dans le numéro 1, l'agent va choisir une action à l'hasard. Donc, normalement, l'agent choisit l'action qu'il pense que c'est le plus mieux pour arriver à la renforcement positif. Mais des fois, s'il lance le dé et le dé arrive dans le numéro 1, l'agent va choisir une action aléatoire. Donc, c'est avec cette simple stratégie qu'on peut faire un peu d'exploration dans le monde, mais c'est très efficace, il marche très bien, même si c'est simple. OK. Donc, la qualité de l'apprentissage d'un agent est affectée par de nombreux facteurs. Donc, j'ai mentionné un peu, on a la question d'exploration, on a la question de où le renforcement positif et négatif sont dans l'environnement. Si on a un environnement très, très grand, il y a juste une section où on a un renforcement, c'est très difficile pour l'agent de trouver cette section avec le renforcement. Donc, avant de trouver le renforcement, les gens n'ont aucune idée c'est quoi les problèmes qu'il faut résoudre parce qu'on n'a pas de renforcement. Donc, c'est comme si un chien apparaît dans une chambre toute vide, le chien n'a rien pour comme le guider pour qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, how well an agent learns is affected by many factors. I mentioned a few of them, like exploration, and all of these things will really affect how well the agent learns. Like, for instance, reinforcement. Where the agent receives the reinforcement is incredibly important. So if you imagine a very large room where there's only some reinforcement in one corner, this is a very hard problem because for most of the time, until the agent actually reaches that reinforcement, the agent has no idea what it's supposed to do. So it's like if you throw a dog in an empty room, the dog has no idea what it's supposed to do to get treats. Okay, so just to summarize, the important parts that really affect reinforcement learning and that are the main components, affect how the agent learns and affect the research we do, are what the agent can do. So these are the actions, how these decisions move, the quote unquote move the agent. So these are the dynamics or how the agent states change, and what the agent cares about. And these are the reinforcements or the rewards or costs. And really, these are the main components of reinforcement learning. They're all defined with math, but at a high level, this is essentially what we're looking
Donc, les composants qui sont plus importants ou les composants principaux d'un agent de l'apprentissage par renforcement, c'est ce que l'agent peut faire ou les actions, et comment cette décision, comment cette action déplace l'agent, comment les tâches changent après chaque décision. Ce sont les dynamiques. Et aussi ce qui l'intéresse à l'agent, les récompenses. Donc, tous ces composants sont, on les définit avec les mathématiques très formellement, mais dans un niveau plus haut, sont les composants principaux. Et c'est vraiment avec ces composants qu'on fait la recherche et qu'on fait l'apprentissage de cet agent. OK, donc on va changer les composants plus pratiques. So let's see this in practice. So I've decided to use this animal that's it's a kind of a game that some people at a studio in Toronto that I work with developed, and it's a really nice benchmark for trying this out. Donc on va utiliser Animolab. Je pense que vous avez le lien. C'est comme un jeu qu'une équipe de Toronto avec qui je travaille ont dessiné. Et je pense que c'est une très bonne interface pour apprendre sur l'apprentissage par renforcement. Donc ici, nous avons un monde qui s'appelle l'Overworld et on a un agent ici. So here we have what they call the Overworld, and we have one agent here. This agent hasn't been trained, so it's just kind of moving around randomly. Cet agent n'était pas entraîné, donc il bouge juste de manière aléatoire parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, on va cliquer sur l'agent et je vais cliquer sur l'entraîner. So we're going to click on the agent and start training it. What we're going to do here we have our agent, and we're going to set the rewards. These are the reinforcements. So basically, tell the agent what it is it cares about. Donc, on va commencer avec la définition des récompenses. C'est avec ça qu'on va le dire à l'agent qu'est-ce que c'est important. Donc, on va ajouter l'action de collecter les cristals chaque fois et on va donner une récompense positive. So we're going to start by telling the agent that if it collects crystals, every time it collects a crystal, it's going to get a positive reinforcement. So we'll add this reward, on va ajouter cette récompense. Et OK, nous avons les récompenses et on va commencer l'entraînement. Donc, vous pouvez voir que l'agence essaye des actions, mais des fois, il fait bien, il trouve les cristals, mais des fois, il juste tourne en place. Mais chaque fois que l'agent trouve un cristal, il reçoit le récompense positive. So you can see the agent starts off kind of moving randomly. Sometimes it falls off the world, and it's trying things randomly. But every time it picks up a crystal, it receives a positive reinforcement. So we're going to, so we can see that it starts learning how to pick these crystals up a bit better than before. Donc, on peut voir qu'il commence à apprendre à trouver le cristal. Des fois, il se tombe dehors du petit monde. Donc, on va changer ça un peu pour changer ce comportement. So we're going to change this a little bit, and we're going to add a new reward that says, being alive is very good. Donc, on va ajouter une autre récompense qui dit que l'agent doit aimer rester en vie. Parce que j'espère qu'avec ça, l'agent va arrêter de se tomber des côtés du monde. Donc, I hope that with that, the agent can stop falling off the world, and so we'll see. So we can see that the agent is doing pretty well in training. It's learning a little bit, but it's still kind of doing actions randomly. And this is part of this whole exploration process. So it knows a little bit of how to behave, but it's still learning. Donc, on peut voir que l'agent continue à apprendre.
il essaye des actions aléatoires des fois, mais il commence à comprendre qu'il il faut pas tomber dehors du monde, mais aussi il faut trouver le petit cristal. Donc, on va retourner l'agent à l'Overworld. Donc, on va arrêter l'entraînement et on retourne à Overworld et on va voir si l'agent peut trouver le cristal. Donc, ici, nous avons l'objectif de ce niveau, c'est d'entraîner cet agent à trouver deux cristals. So the objective of this level is to train the agent so that it can find two crystals. So it seems like the agent is still not very well trained, but we'll see. Maybe it'll find a crystal. So it found one crystal. Il a trouvé un cristal, donc j'espère qu'il va trouver le deuxième pour continuer au deuxième niveau. Dans le deuxième niveau, on va utiliser un autre agent. S'il y a des questions, if there are any questions, feel free to ask as we're observing the agent. So we can zoom in a little bit. Here you can see, oh, we unlocked a new character. Oh, donc, l'agent a trouvé les deux cristals, donc on a changé de niveau. On a un autre agent pour entraîner. Donc, cet nouveau agent, l'objectif, c'est de trouver l'axe et détruire le petit plante ici. So this new agent, its objective is to pick up the axe and destroy the grass. So right now it doesn't really know how to do anything because we haven't trained it, so it's just moving around randomly. So we're going to train it. We're going to click on it and say train agent. Donc on va l'entraîner. Donc il n'a rien ici. Donc nous voulons l'entraîner à trouver l'axe et de couper toutes les plantes. Donc, on va ajouter un axe à côté de l'agent. So here we want, there's nothing in the world, so we want to add an axe so that the agent can learn how to pick it up, and we're going to add some grass. Est-ce qu'il a des questions? Oh, OK, on arrête tout. Mais s'il a des questions, n'hésitez pas de le placer dans le chat ou lever les mains. So we're going to continue adding this grass. And okay, so we've added the grass. And now we are going to launch training. Donc, on a ajouté les plantes et l'axe. On va commencer l'entraînement. Mais l'agent fait rien. Vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire pourquoi l'agent fait rien? Pourquoi? Is there anyone here who can tell me why the agent isn't really doing anything? Don't be shy. Yes, so Daria Yasafova says rewards. Okay, Daria, exactly, we didn't add them. So who can tell me what rewards should I add? So I'm going to stop this. And donc, Daria a dit la bonne réponse, c'est que on n'a pas ajouté les récompenses. Donc, je vais faire ça maintenant. Oh non, j'espère que c'est pas arrêté. Désolé, mon Internet est un peu temperamental aujourd'hui. So my internet's been a little flaky today.
OK. OK, donc, OK, reward for picking the axe. Donc, oui, Dari a dit qu'il faut avoir une récompense pour trouver l'axe. Donc, Dari said we need a reward for picking the axe. So, let's say collecting. I guess they have a different holding on to. L'axe every turn. And, OK, so, donc, on va ajouter une récompense pour trouver l'axe. Quel numéro de récompense je dois donner? What number should I give it? Anybody? So it goes from 0 to 100, or sorry, minus 100 to 100. Okay, so 30. Darius says 30, so that's a good number. Let's say 30. Okay, so Daria had also said cutting the grass. Donc Daria a aussi dit qu'il faut ajouter une récompense pour couper les plantes. Donc destroying grass every time. Quelle récompense? What reward should I give for destroying grass? Goes from negative 100 to 100. 60. Okay, Krishna says 60. 60, Krishna dit. Okay, c'est bon, 60. Okay. Et aussi, Krishna dit and staying alive. Krishna dit qu'il faut ajouter les récompenses pour rester en vie. C'est bon, c'est une bonne idée. Donc, interesting. Darla said maybe instead of rewarding for staying alive, we'll be punishing for dying. Okay, let's try that. So, dying every time. What number should I give for dying? Negative 100. Okay. I fear dying. So Isabel has a question. Can we have 100 for all rewards, or they need to add up to a certain amount? That's a very good question. So there really is no rules for setting the rewards. You can really set them to whatever you want. However, for instance, here, fearing dying is negative 100. So the agent will want to avoid dying as much as possible. It hates dying more than it likes finding an axe or cutting grass. So what number you give will affect which ones of these rewards the agent will prefer, and that will have an effect on its behavior. Donc la question d'Isabelle, c'est une très très bonne question. C'est est-ce que nous pouvons donner 100 pour toutes les récompenses, ou est-ce qu'il faut qu'il assume que le total c'est 100? Et c'est une bonne question. On n'a pas vraiment des règles de quelle valeur on peut donner à les récompenses, mais les différences de valeur de différentes récompenses va changer le comportement de l'agent. Donc, dans ce cas, l'agent préfère rester en vie que trouver l'axe ou découper les plantes. Donc, chaque fois qu'on change les valeurs de récompense, le comportement de l'agent va changer aussi. Okay, so now we've kicked off training the agent, and so it still hasn't found it fell. It still hasn't found the axe, but it did die. So it should hopefully learn to not do that again. Donc, and here you can see, these are the rewards it's received. So you can see that it received a really bad, a negative penalty because it died. And so it should try to avoid that in the future. Donc, nous pouvons voir que l'agent reçut une récompense très négative parce qu'il s'est tombé du côté du monde. Donc, l'agent doit apprendre à ne pas faire ça dans le suivant étape. But the agent still has to find the axe. And it has to learn that it needs to pick up the axe. Oh, it picked it up. OK. Donc, l'agent a trouvé comment prendre l'axe parce qu'il prend l'axe, il laisse l'axe, et c'est avec ça que l'agent explore le monde et
et découvre quelle action donne plus de renforcement. Oh, l'agent s'est tombé encore. So the agent is still learning and it's still trying to figure out what actions give it positive reward, what actions give it negative reward, and we can see how it sort of progresses here. So one thing that's interesting, this is obviously a harder problem than what the first agent was doing, which was just basically walking into crystals. Here it has to do three things. It has to stay alive, has to pick up the axe, and once it picks up the axe, it can start cutting down grass. So we can see it's managed to pick up the axe, but it still hasn't figured out that it can use the axe to cut the grass. Donc cet problème, cet agent, il a un problème plus difficile que le premier agent, parce que le premier agent doit juste marcher jusqu'au cristaux et il va recevoir de récompenses. Ici, l'agent doit rester en vie, doit trouver l'axe et après ça, il doit utiliser l'axe pour couper les plantes. Donc, l'agent a trouvé déjà comment prendre l'axe, mais il n'a pas découvert comment couper les plantes. Donc, c'est un problème plus difficile et ça montre, je pense, la complexité, même dans un système très simple comme ça. C'est un problème très difficile pour l'agent. Ça prend beaucoup de temps pour que l'agent, c'est un peu frustrant pour voir l'agent comment il prend l'axe, il laisse l'axe et tout ça, mais il a finalement coupé des plantes. Donc, j'espère que l'agent va apprendre à utiliser ça plus mieux. So the agent finally cut the grass. It can be a little frustrating to watch because we know as humans that, you have to pick up the axe and cut the grass, but the agent doesn't know that what picking up an axe means or that an axe is used to cut grass. And so that has to discover all of these things on its own by exploring. So there's a question here by Krishna. So aren't we weighting the rewards? And would setting rewards to 100 or any higher value increase the complexity somehow, as it has to be right on every aspect every time? That's a very good question, and balancing the different values of the rewards is really challenging, and it's a problem that whenever you're designing an environment, it's an important consideration to make how you're going to value different rewards, because if you place the same value for all rewards, it might result that in some environments the agent doesn't mind dying if it means that so for instance, to give an example, there's certain, let's say there's a hole and there's an axe with grass. And so the agent might find that it's faster to die because it starts to get close to the axe, and then it can take the axe and cut the grass if the cost of dying isn't too high. Donc la question c'est comment est-ce qu'on donne les valeurs pour les récompenses? Est-ce qu'on peut pas donner? Est-ce que c'est plus complexe de donner les mêmes valeurs à toutes les récompenses? Et c'est une bonne question. C'est une décision très importante quand on dessine les environnements, parce que les valeurs de différentes récompenses vont changer le comportement de l'agent. Donc, si l'agent, par exemple, si c'est pas tellement les valeurs, c'est pas tellement négatif quand l'agent tombe aux côtés du monde, c'est peut-être que l'agent va trouver que c'est plus simple de se tomber et mourir pour retourner au début du niveau, parce que l'axe va être juste à côté de lui. Donc, les comportements que l'agent va prendre, c'est vraiment, ça dépend de les récompenses, mais aussi les valeurs qu'on donne à les récompenses. Donc, Stéphanie, la question, est-ce que le fait qu'il est gravement puni s'il meurt fait en sorte qu'il ne prend pas de risques et qu'il ne prend pas assez des actions pour conserver un instinct de survie? Oui, très, très, très bonne question. Très bon. La question est très bonne parce que c'est vraiment le cas. S'il a, par exemple, des vents, et les vents pour pousser l'agent sur les bords, donc l'agent va mort s'il a beaucoup de vent. Peut-être l'agent, si le punissement pour mourir, c'est très grand, l'agent peut-être va éviter le côté du monde, même s'il a des récompenses positives, parce qu'il a une chance que le vent va pousser l'agent sur les bords. Donc, c'est une très bonne question. So, Stephanie's question was, is it... If the agent is really punished for dying, will it result in conservative behaviors where the agent is trying to avoid any risky situations? And it's a great question.
So if the agent is really punished for dying, and let's say there's wind in this world that sometimes pushes the agent over the edge, then the agent might want to learn to avoid the edges if the punishment is too large for dying. Even if there's positive reinforcement on the edge, the agent might want to avoid that just because it's too dangerous to die. So Isabella also asked, how long in terms of time or computer power does it take to train an agent, let's say for the chess game example? It really depends. So this is an agent, this is kind of the standard way of doing reinforcement learning, where the agent is taking one step in the environment and then learning from that, and then takes another step and then learns from that. That's probably the slowest way to learn. For this simple example, it's okay. But what we do with modern computers is we use hardware where we can store, the agent can store everything it sees in the environment. It can store it in a big memory. And then we can use specialized hardware where the agent can learn from, you can think of it, collections of memories. So it can take all the memory that it's ever seen and learn really quickly on that. And that allows you to learn very, very quickly. But again, how long it takes will depend on how complex the environment is and whether you're using the specialized hardware and how fast your computer is, etc. Donc la question d'Isabelle, c'est combien de temps ça prend pour que l'agent puisse apprendre à se comporter dans ce monde? Ça dépend. Dans cette instance, on utilise les méthodes d'apprentissage les plus simples, les méthodes une action dans l'environnement, et après ça, il apprend après cette interaction. Donc, ça, c'est la manière plus simple d'apprendre, mais c'est pas vraiment le plus efficace. Aujourd'hui, on utilise des ordinateurs et des hardware qui sont spécialisés pour ce problème, et l'agent garde toute l'expérience qu'il retient de l'environnement. Il les garde dans une mémoire très grande. Donc, l'agent, après ça, peut utiliser des hardware spécialisés pour ça, pour faire l'apprentissage avec plein de mémoires. Donc, on utilise toute la mémoire que l'agent a vue dans toute sa vie pour faire l'apprentissage. Dans cet exemple, l'agent juste utilise la dernière expérience pour faire l'apprentissage. Donc, les montants de temps qu'on prend pour apprendre, vraiment, ça dépend de l'ordinateur, du hardware qu'on utilise, l'environnement et aussi l'algorithme. Donc, la complexité du algorithme, ça va varier le temps qui se prend pour apprendre. Donc, on va retourner à Overworld. So, we're going to go back to the Overworld and see how this agent does. Donc, on va retourner à l'Overworld. On va voir si l'agent peut trouver l'axe et détruire une pièce une petite plante. Si l'agent peut faire ça, donc on va continuer le prochain niveau. So we're going to see if the agent is able to find the axe and, oops, no, it fell. So something interesting here is, we're going to reset the world, is that the agent was learning in a different space than it is here. And so it needs to learn how to, what we call transfer knowledge. So it learned in that small sort of training world, and now it's thrown in this big environment where it has to sort of transfer whatever it learned in the small world into the large environment. Donc, l'agent, une chose intéressante, c'est que les agents ici apprennent dans un environnement plus petit. Et après ça, on le laisse dans l'overworld, qui c'est plus grand et c'est différent. Donc, c'est un problème de transfert de la connaissance. L'agent doit apprendre à faire le transfert de manière très efficace d'un domaine à un autre, d'un environnement à un autre. Donc, on a ouvert un nouvel agent et cet agent doit détruire 3 arbres. So we've opened a new agent, and this agent has to learn how to destroy 3 trees. So these are the trees. Okay, so we're here. So what is the first thing I should do? C'est quoi la première chose que je dois faire? Nous voulons entraîner cet agent pour détruire des arbres. So we want to train this agent to destroy trees. What should be the first thing I do? Set the environment. Yes. So we have an environment. What should I do specifically?
right, we want to add some trees. So let's do that. Donc, il faut ajouter des arbres. On va ajouter plein des arbres. Et l'agent est ici. OK. OK. Donc, on a ajouté des arbres. On va ajouter les récompenses. We're going to add the rewards. What should be the first reward? C'est quoi les premières récompenses que vous pensez qu'il faut ajouter? Don't be shy. Finding the axe if it needs to destroy the trees and not dying. Oui, il faut... OK, on va ajouter les récompenses négatives. Je vais utiliser les mêmes récompenses de la dernière fois. Les gens ne veulent pas mourir. Et aussi l'action de trouver l'axe, même que le dernier agent va donner le même montant 60. Mais si vous voulez un autre montant, juste dites-moi. So I'm going to add the same value 60, but if you want a new value, let me know. And destroying the trees. Here we go, destroying trees. What value should I give to destroying trees? Quelle valeur est-ce que je pense que je dois donner pour détruire les arbres? 70, okay. So let's go with 70. Okay. And let's launch training. So there is something missing. Il manque quelque chose. Who can tell me what's missing? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il manque? Can we add a reward to holding on to the axe so that it understands it needs to keep it? Yes, we did not add the axe to the environment, Isabel says. That is correct. So let us stop this. On n'ajoutait pas l'axe dans l'environnement, donc l'agent a aucun axe à trouver. Donc on va l'ajouter ici. OK. Et Isabelle a demandé, est-ce qu'on peut ajouter une récompense pour rester avec l'axe? Oui, donc la récompense qu'on a ici, c'est pour garder l'axe dans chaque étape. So Isabel asked, can we add a reward to holding on to the axe so that it understands it needs to keep it? Yes, we already have that here. It's not just picking up, but actually holding on to it. That's the reward. So we're going to start training again. On va recommencer l'entraînement et on verra si l'agent peut trouver l'axe. Donc c'est un peu plus facile ici parce que les arbres bloquent l'agent. Donc l'agent ne peut pas se mourir parce qu'on a des arbres tout à côté tout autour de l'agent. So this is a little simpler for the agent because the agent actually can't die because the trees are all blocking his path. So it's a little simpler because it doesn't have to worry about dying. However, because it never experiences dying, the agent might not learn how to avoid dying. Donc, comme l'agent, on ne peut pas mourir ici parce que les arbres ont tout bloqué le chemin. Et peut-être que l'agent, on ne va pas apprendre à éviter la mort parce qu'on n'a pas, on va jamais recevoir l'expérience de se mourir. Donc, oui, donc c'est ça que les différentes complexités, les différentes nuances qui affectent le comportement, l'apprentissage de l'agent. So these are the different nuances and different design decisions that really affect the agent. So you can see the agent was able to destroy one tree, but it dropped the axe. So it still hasn't really figured out to hold the axe and not let go.
Donc, l'agent a coupé un arbre, mais il a laissé l'axe. Donc, il doit apprendre à garder l'axe à chaque fois et continuer à couper les arbres. Donc, on verra si l'agent apprend. Est-ce qu'il y a une question? Daria is saying he might start learning how not to die once he cuts the trees and gets outside. Yes. Donc, Daria dit, peut-être l'agent va apprendre à éviter la mort s'il coupe les arbres et après ça, l'agent va pouvoir sortir. And this is a very, very nice point because as you can see, there are many states that the agent could possibly be in, but the trees are blocking a lot of those states. All the states on the outside, the trees are actually blocking the agent from reaching them. And so the only way the agent can reach those states and learn what happens in those states is if it picks up the axe and cuts down some trees. So this is, again, one of these very important problems that a lot of us are still investigating in the research world, is that not all of the states are actually accessible when the agent starts off. And so you want to try to make sure that the agent is able to reach all those states, but the agent doesn't know at the beginning what states it hasn't reached. Until it reaches those states, it doesn't know that it hasn't reached those states. Donc, Daria a dit une bonne question, c'est que l'agent, peut-être après couper les arbres, l'agent va pouvoir avoir l'expérience de se mourir parce que le chemin est ouvert. Et c'est un bon point parce que comme dans cet environnement, on a plein d'états où l'agent peut être, mais l'agent n'a pas l'accès à les états tout à côté du monde. Et l'agent va arriver dans cet état juste quand il trouve l'axe et tombe les arbres. Et donc, c'est un problème très important dans le monde de la recherche. Comment on peut nous assurer que l'agent va avoir toutes les expériences dans tous les états. Et l'agent n'a pas la connaissance qu'il ne connaît pas ces états. Et l'agent va juste découvrir les états quand l'agent arrive dans cet état. Donc, c'est un problème très intéressant et très difficile de résoudre. Et on a plein de recherches avec ce problème. So we can see that this problem is quite a bit more complex. So the agent is taking a bit more time. Well, actually, it's about as complex as the grass, but I guess the no dying is affecting the agent. So Krishna asks, is it more effective to formulate actions such that we penalize it, or are the rewards and penalties treated similarly? As intuitively, not losing what it has score can be chosen over earning a bonus. So I guess the question, if I'm understanding correctly, is it better to punish or reward? Again, it really doesn't matter. So you can have environments where there's only positive rewards, and you can have environments where there's only negative rewards. And really, what ends up happening is that all of these rewards, the agent adds up. So what number you end up with after you add all of the rewards, that's what the agent sees as the final reward. So the agent doesn't really know that it's the axe that gave it that reward, or that it's the combination of the axe and the trees. It's just seeing numbers, and it has to associate that with, okay, I must have gotten this reward because I have an axe in my hand and I just cut down a tree. So that's really doesn't make a difference if you're giving a positive reward or negative reward. It's more the sum of the reward. So you can have all positive or all negative. Donc, Krishna a demandé si c'est plus efficace de donner des récompenses positives ou négatives pour faire l'apprentissage plus effectif. Et il n'y a pas vraiment une différence. On peut avoir des environnements où on a des récompenses complètement positives, ou aussi nous pouvons avoir des environnements où nous donnent des récompenses juste complètement négatives. Et les deux environnements, nous pouvons démontrer mathématiquement
qui sont exactement la même chose. Donc, l'agent va apprendre les mêmes comportements. Et donc, c'est vraiment l'addition de toutes ces récompenses. C'est quoi les valeurs finales quand on fait l'addition de toutes les récompenses que l'agent a pour trouver l'axe, pour couper les arbres et tout ça. Donc, l'agent, on n'a pas une connaissance que c'est l'axe qui donne les récompenses. L'agent doit apprendre que, oh, quand j'ai l'axe dans mes mains, c'est dans ce cas que j'ai reçu les récompenses positives. Donc, je vais essayer de garder avec l'axe dans mes mains. OK, so let's try going back to the overworld. On va essayer de retourner au overworld pour voir cet agent en action. Donc, cet agent doit détruire 3 arbres. Donc, il doit trouver l'axe pour commencer. Donc, on verra comment il marche. So this agent has to destroy 3 trees so that we can pass the next level. But first, it has to find the axe. So this is about the time, I think, when we were planning on finishing the talk and just opening it up for questions. So I'll just leave the agent playing there and see if we can leave it in the background and see if it's able to achieve its goal. One thing that's kind of neat if you play with this world is that you can see on top of the each agent, you can see the actions that it's thinking of doing. And so this you can sort of see inside the agent's head and see what it's thinking. Dans ce jeu, nous pouvons voir en haut de chaque agent les actions que l'agent est en train de penser, d'effectuer. Donc, nous pouvons voir comme dans le cerveau de l'agent pour voir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que l'agent va faire pour essayer de maximiser l'objectif. Donc, je vais faire du reset pour voir si l'agent commence dans une plus bonne place. So I'm going to reset to see if the agent starts in a better position. So feel free to ask any questions. I don't know, Janvi, if you wanted to have spoken questions or still over chat. For sure. Before we get to the questions period, I'm just going to quickly share my screen for 2-3 minutes, sure. And then we'll get back to the Anemo lab. I'll stop sharing. So thank you for joining, everyone, and thank you, Pablo, for a great technical activity and a great presentation. We really learned a lot. I'm sure a lot of people in the chat could agree. Stay tuned on our social media and on our email lists for more Code With Me sessions. We have one more coming this year, and we have a couple already lined up for 2022. We'll be having a Code With Me AI session once a month, so keep an eye out for that. You can also follow Technovation Montreal on Twitter, Instagram, and Facebook for all of our updates. We're actually starting our main Technovation program in January. So if you're eligible to participate, it's a super cool experience and I highly recommend it. Donc, encore, merci Pablo pour cette session. C'était vraiment intéressant. Et merci à vous d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. Restez à l'affût pour notre prochain atelier. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rester informé de la session qui suit. Donc, suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. Et n'hésitez pas à aller visiter notre site web si vous êtes intéressé à vous inscrire au programme d'Innovation Montréal cette année. And a final thank you to our 5 partners. All of these workshops that we provide are thanks to our partners, and they've really helped out with creating this program. And now I'll pass it back to Pablo and we could watch the Anemo lab and answer any questions. Now you guys are free to unmute and ask questions. We could have like a discussion. Awesome. So there was a question by Krishna. She just wanted to confirm. So she says, I meant like staying alive plus 100 versus dying minus 100, and other rewards might be positive. So wouldn't that affect the sum
differently. That's a good point. And yes, it would affect the reward differently. So you might end up with, because if you, for instance, if you pick up an axe and it's 60, but then you die, and you're penalizing with -100, then you would get -40. Whereas the staying alive reward you're receiving at every step. So at every step you're receiving 100. So the agent cares more about just, it might be fine just staying alive, and it might not care at all about picking up the axe or the grass because it's already receiving enough reward. So that's a very good point. And I think the main difference here is that the staying alive reward is received at every step, whereas the dying penalty is only received when the agent dies. So that definitely affects the noun. So that's a good point. Donc, Krishna a remarqué que il y a une différence entre la réception d'une récompense des 100 chaque fois que l'agent reste en vie, en comparaison avec la pénalité des 100 quand l'agent c'est mort. Parce que la récompense des 100, quand l'agent reste en vie, il reçoit cette récompense chaque fois, dans chaque étape, pendant qu'il reste en vie. Donc, peut-être que l'agent va juste être content avec être en vie, même s'il ne trouve pas l'axe, même s'il ne coupe pas les arbres, parce que c'est assez pour lui de juste rester en vie, parce que les récompenses, c'est beaucoup. Mais la pénalité des 100, quand l'agent s'est mort, c'est juste reçu par l'agent quand il meurt. Donc, ce n'est pas dans chaque étape. Donc, il change la dynamique et le comportement final que l'agent va voir quand on a des récompenses différentes comme ça. Et la différence plus critique dans cet exemple, c'est vraiment que les récompenses positives est reçue dans chaque étape, mais la pénalité pour la mort est reçue juste à la fin. So this agent is not doing very well. It still hasn't found the X. Donc l'agent reste en cherchant l'axe. Donc peut-être on peut l'entraîner un peu plus. So the question is, so the effect of penalty versus reward is just another hyperparameter we happen to tune based on the environment. I'm impressed that you're using hyperparameters. That's a researcher slang. So the rewards and penalties are not actually something the agent tunes. That's typically something that is given as part of the environment. So you typically don't have access to this reward. Just in this animal, because it's more meant as a way to get familiarized with reinforcement learning, we get to play with the rewards, but typically we don't get to change the rewards. It's only the environment that tells us this is the reward we receive. And the environment is often given to us. So we have existing games and simulations where the rewards are already predefined. Donc, la question de Krishna, c'est si les récompenses sont des hyperparamètres qu'il faut ajouter pour faire un apprentissage plus efficace. Et je dis que normalement, on ne change pas les récompenses. Les récompenses sont données par l'environnement. Et nous, on entraîne l'agent dans un environnement, mais normalement, l'environnement, on ne change pas. Donc, on a des jeux et des simulations qu'on existe déjà. Et les récompenses sont déjà définies. Donc, normalement, oui, on ne change pas les récompenses. C'est juste ici parce que dans ce jeu, l'idée, c'est de développer une connaissance de l'apprentissage par renforcement et d'avoir une manière nous familiarisons avec l'apprentissage par renforcement.
So Kevin asks, if you want the agent to be more efficient, you can add a penalty for staying alive. A penalty for staying alive. That's an interesting question. So I guess what you mean is if you stay alive too long, that means you're not achieving your task quickly enough. That's a very good point. Again, it depends on the environment a lot, because in this environment, if the agent cuts down a tree, the task doesn't end. So the agent is still alive. But it's true that penalty, that's a very good, very interesting suggestion. If you add the penalty for staying alive, the agent will just want to try to do things very quickly to maximize and cut down trees as quickly as possible to counteract that penalty. That's a very interesting point, and it's true. That could be quite an effective strategy. So again, that's sort of the whole point of this animal, is so that you can go in there and try these different ideas and then see, you know, what if I change this? What if I give it a penalty when it stays alive? How does that change the learning process? Is it better? Is it faster? And how do all of these things affect each other? Donc, la question de Kevin, il a une suggestion, si on donne une pénalité, juste une petite pénalité à l'agent pour rester en vie, peut-être l'agent va être plus efficace. Et c'est une bonne suggestion parce que l'idée, c'est que l'agent va apprendre à couper tous les arbres plus efficacement pour éviter la pénalité. Donc, s'il coupe l'arbre, c'est une récompense plus positive. Donc, c'est comme 60, je pense. Et si on donne une pénalité de -1 chaque fois que l'agent est en vie, donc l'agent a un incentive de couper les arbres dans tous les temps. Comme ça, les récompenses finales va être comme 59 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une bonne suggestion. Et j'ai dit que cet animal, vraiment, la motivation, c'est pour que tout le monde puisse jouer avec les agents, les dessins les récompenses, et voir comment le dessin de l'environnement, les dessins des récompenses changent le comportement et l'apprentissage des agents. Okay. So Daria asks, also, could it be that since penalty for dying is so high, the agent is scared of exploring because we can see it doesn't go very far and trying cells right next to him mostly? And that's why the third agent hasn't yet found his axe. That's a very good hypothesis, and it's quite possible that that is the case. I don't even know where the third agent went. I think it fell off the world. Oh no, it's still there. So yeah, that's it's very possible. And one thing we can do is we can maybe we can go back into train the agent and change its rewards. And maybe we don't want it to fear dying so much. Maybe we just want to make it fear dying a little bit. And let's see how that affects things. So again, here, the agent has already learned quite a lot. So it has to kind of unlearn this fear of dying. So it might take a little while because it has to explore and die and then discover, hey, actually, dying is not that bad in this world. So it has to sort of unlearn what it already learned. Donc, Daria fait suggestion que peut-être c'est la pénalité, les valeurs de la pénalité pour mourir, c'est trop grand. Donc, c'est très grand. Donc, c'est pour ça que l'agent a peur d'essayer de nouvelles choses parce qu'il a une chance qu'il peut se nourrir. Donc, je viens pour changer la pénalité. Il faut changer la pénalité pour être moins sévère. Et on verra si l'agent prendre à faire des choses plus faire de l'exploration plus qu'en avant. Mais l'agent a déjà apprendre à avoir peur à la mort. Donc, il doit réapprendre à pas éviter la mort pour découvrir que le récompense a changé. Donc, ça peut-être que ça va prendre beaucoup de temps. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est que l'agent, je pense que c'est... Oui, donc
j'ai cliqué sur l'agent et cette carré petit, ça c'est l'observation de l'agent. C'est ça que l'agent peut voir. Donc, dans ce domaine que nous avons dessiné, l'agent a toujours des arbres dans toute la place. Donc, peut-être l'agent apprendre à juste trouver l'axe si on a des arbres dans chaque direction. Et dans l'overworld, ce n'est pas le cas. On n'a pas des arbres dans toutes les directions. Donc, c'est pour ça, peut-être que c'est ça que l'agent, pourquoi l'agent ne peut pas faire l'objectif dans l'overworld. So something I was pointing out is that this light square here, this is the agent's observation. And so in this little training world we designed, there's trees everywhere. And so maybe the agent learned that it can pick up the axe when there are trees everywhere. And this is not the case in the overworld where we are. So maybe that's why the agent is having a hard time to pick up the axe. So let's go back to the overworld and see what the what it looks like. Yeah, so there's far fewer trees. Oui, il y a moins d'arbres ici. Donc, je vais changer un peu. Donc, je vais laisser juste un peu des arbres. So I'm going to remove some of the trees and see if maybe this helps the agent learn how to behave in the overworld a bit better. Let's remove that one. And let's launch the training view and see how it does. Okay, let's see if there are any other questions. Following up on Daria's question, can we add reward for moving to a new cell unexplored, or the actions are limited in general? That's a good question. So I don't know if in this I don't know if in Animal Lab you can do that, because I don't think the agent keeps track of, you know, like the cell IDs or you know, it doesn't name the cell, so it doesn't really know if it's been in a cell or not. But that's a very good question, and it's actually a strategy for exploration that is pretty popular in the research world, where you try to keep track of states you visited and the ones you haven't, and the agent adds an internal reward that it says, I want to go to states I haven't explored. So this is not a reward that comes from the environment. This is a reward that the agent is putting in, and this is part of the algorithm. So the agent can add, when you, as researchers, when we design algorithms, we might want to add some fake rewards to the agent, such as this one, to encourage exploration. Donc Krishna a demandé si c'est possible de définir une récompense pour aller à des ubications qui ne sont pas explorées par l'agent, qui sont de nouvelles destinations. Et je ne pense pas que dans les animaux, c'est possible parce qu'il n'y a pas comme une identification dans chaque ubication. Donc, l'agent ne connaît pas le nom de l'ubication où il est. Mais c'est une bonne suggestion et c'est un algorithme qu'on utilise beaucoup dans la recherche. Quand on dessine des algorithmes, les chercheurs, nous pouvons ajouter des récompenses comme inventaire, qui ne sont pas des récompenses qui viennent de l'environnement, sont des récompenses que l'agent a dans son intérieur. Donc, c'est des récompenses inventées comme d'aller à les états qui ne sont pas déjà explorés. Et des récompenses comme ça peuvent donner une stratégie d'exploration plus efficace que si on utilise juste les récompenses que l'environnement donne à l'agent. Yeah, so Stephanie is pointing out we're already seeing a change. The agent is taking down more trees. Oui, on voit que l'agent, apparemment, c'est plus efficace à couper les arbres. Donc, on va essayer dans le overworld encore pour voir si c'est amélioré. So let's go back to the overworld and see if things improved.
Oh, another thing is that there's grass here, and the agent hasn't been trained with grass, so it might not know what to do with that. L'autre chose, c'est qu'on a des grasses, comment est-ce qu'on dit, des gazons. Donc, dans le monde d'entraînement, l'agent n'a jamais vu des gazons, donc c'est peut-être que l'agent ne connaît pas qu'est-ce qu'on doit faire avec ce nouveau plan. Donc, on peut essayer ça, juste ajouter des petites gazons. So let's add some grass here and here. And let's start training. So you can see that training these agents, even in the simple task of just cutting down trees, just by manipulating the rewards and the training environment, is not that simple. And it's kind of fun to try to figure out, okay, what's the right setup to make these agents learn their tasks. And so this animal game, as you train more agents to be better at what they're supposed to do, you unlock new agents, and each new agent has to do more and more complex tasks. And then you have all these agents that have their own brains interacting with each other. So it's really interesting to see how they behave. Donc, c'est intéressant, ce programme Animaux. Nous pouvons voir que c'est une tâche, c'est pas vraiment compliqué, c'est juste de découper de 3 heures. Mais même comme ça, avec le dessin de récompense et le dessin de ce petit environnement pour l'entraînement, c'est très important pour voir si l'agent peut transférer les connaissances d'ici à l'overworld. Donc, chaque fois qu'on entraîne un agent effectivement pour finir tous les objectifs dans l'overworld, on va avoir un nouvel agent pour entraîner, et chaque nouvel agent, c'est plus compliqué que les dernières. Donc, oui. Voyons si c'est mieux l'agent maintenant. Let's see if the agent is doing any better. Maybe not so much. So maybe you can, if all of you try it out at home, you'll do a better job of training these agents than I have. Okay, so maybe we'll just leave it there and hope it does well. I don't know if there are any other questions or anything like that. On va laisser l'agent dans son monde, et s'il a des autres questions. No. And just a little reminder, if you want to try this out on your own, we've sent the link in the chat to download Anemo Lab. Send it again. Maybe I have a question for you, Pablo. So does that mean that you can use that model to work on different problems? So any type of problems, you could say you're going to take that approach and try to see how people would react. So is it a way to evaluate how people would react in the real life? Like, for instance, if you're building, I don't know, a new set of material in a high security environment, and you want to know how people would behave with a certain sort of criteria, would you be able to use that to test those type of behaviors? So human behavior is very difficult to model. So we don't really use this to understand human behavior. But what we can use it for, like the same strategies that I showed here of designing rewards and training these agents, to try to take these actions and maximize the rewards it receives. That same strategy is used for all of the problems. For instance, it's the same idea. Obviously, the details are different. So for instance, in controlling the balloons that fly in the stratosphere, it's with the same type of idea, where the balloons are trying to reach a certain point in the world. And so if the balloons reach that desired point, they get a positive reward. If they run out of battery, they get a negative reward. It's the same idea of just using these rewards and having the agent interact with the environment to learn how to perform these complex tasks.
All right, thank you. It's very interesting. Very, very interesting. Thank you. Hello, could I please also ask a question about applications? Hello? Sorry? Yeah. Yes, go Can ahead. you hear me? Thank you. Yeah. So first of all, thank you very much for this very interesting workshop. My question is about applications in medicine. Maybe you apply reinforcement learning, like you have medical projects, or maybe you know generally how it can be applied to medicine. That's my question. Thank you. Yeah, that's a very interesting question and a very important question. So one of the challenges of reinforcement learning in applications like health, where people's health and lives are at stake, is that you typically often can't afford to have, like these agents, we can let them sort of run around and try all sorts of different actions. But we can't really do that with health, right? We can't just deploy an agent and have it try different treatment strategies or different amounts of medicine, because we could be really affecting and hurting people. So the challenge is really difficult in how you train these agents. So something that we're looking into, and it's still a fairly new field. There's a lot of research going into this. I do some research in this space as well, is what we call offline reinforcement learning. So it's called offline because the agent doesn't actually get to interact with the environment. Instead, we give the agent, I was mentioning the memories that we use, where the agent stores all the interactions with the environment in one big memory. So you can think of getting one of those big memories, and that's given to the agent, and we just tell the agent, learn from this. And so the agent doesn't get to interact with the environment at all. It just has to learn from this data set. And so then we can, after it's done its learning, we can test it in the real environment and see how well it does and see how well it learned. So this is a very, very challenging problem. And there's lots of technical challenges that I won't go into here, but it's really, really difficult. And part of the reason is because, as I was mentioning, the agent didn't get to see, when I had all the trees blocking its path, it didn't get to explore all of the states. And so if the agent trained there, for instance, here we also saw this, the agent trained in a space where there were only trees. And then if you train on that and then put the agent in a different space where there's, for instance, trees aren't always blocking it and there's also grass, the agent might not know what to do anymore. So if you're in a health setting and you can't exactly predict what the real scenario will look like, or you can't really tell if the real scenario is going to be just like the big memory that you gave the agent, then you have to be very careful, because the agent might do something kind of unpredictable just because it has never trained in that particular setting. I see. Thank you very much. So there's another question by Zore. I was wondering to know, if we use neural networks to train RL, then how can we be sure that RL is not getting overfit? So very good question. So neural networks can often have an effect called overfitting. What overfitting means is essentially, you can think of it like memorization. So a neural network might memorize a certain data. So for instance, as a very simple example, let's say you're trying to teach a child how to add 2. So you say 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6, and 6 plus 2 is 8. And that's how you train your child. And you just repeat those 3 things over and over and over again. The child might remember exactly, when you say 2 plus 2 and the child responds 4. When you say 6 plus 2, the child responds 8. So the child knows how to respond to what it's been trained on. But then when you say 8 plus 2, the child will have no idea, because it's overfit. It basically just memorized what you gave it, but it didn't really learn how to generalize to other situations. And so that's something that neural networks do tend to do. If they're too large, they'll just memorize the data they're trained on, and then not be able to work well when it's seeing new data that it hasn't been trained on. So we do use neural networks with reinforcement learning. Overfitting is
a bit less of an issue with reinforcement learning because the data that the agent is training on is not fixed. So if you often, you think of training models to classify images to tell you, for instance, if an image is a cat or a dog, you typically give the model a big data set of a bunch of images, and that data set doesn't change. So the model might overfit to that data. But in reinforcement learning, you don't get a data set, you get an environment. And so the agent will interact with this environment. And so the data is constantly changing because the agent's behavior is changing. And so because the agent's behavior is changing, where the agent ends up will also be different. Obviously, there can be some types of overfitting. So for instance, as we saw before, perhaps that agent was overfitting because it was only trained with big trees and it never saw grass. And so when you throw it into grass, it has no idea what to do anymore. So it is an important issue, but it's a bit less clear, this notion of overfitting. It's less clear with reinforcement learning than with other neural networks that people use for things like classification and things like that. Awesome. Thank you, everyone, for your many questions, and thank you, Pablo, for this entire workshop. It was great. If you have any questions, we can put them in the chat for the Technovation team, and we could answer those as well. And thank you for being with us for these past couple hours. We hope you enjoyed the session. Thanks for inviting me. Have a good night, everyone. Pablo, merci beaucoup d'avoir donné cet atelier super intéressant. Merci aussi à tous ceux et celles, il y en a qui ont quitté déjà, mais merci à vous toutes et à vous tous d'avoir assisté jusqu'à la fin à l'atelier. Et puis, comme l'a mentionné Jean-Vie, donc vous aurez l'occasion, suivez-nous sur les médias sociaux et aussi, si vous n'êtes pas encore inscrit, on vous invite à vous inscrire à notre infolettre pour être au courant des prochaines activités. Donc, déjà, la prochaine session de Code avec moi aura lieu le 24 novembre prochain à 18h30. Donc, merci encore et on vous souhaite une très, très belle soirée. Et un gros merci à Jean-Vie et à Marthe-Sarah, donc les responsables du programme, et aussi à toute l'équipe qui offre du soutien pour l'animation de cet atelier. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée.